Salut, c'est Cosmic Vratch. Aujourd'hui, on va faire une des revues de couteaux qui m'a été le plus demandée. C'est la revue du Real Steel Bushcraft. Alors le Real Steel Bushcraft, c'est un couteau qui est fabriqué en Chine par une marque qui s'appelle Real Steel. Soit dit en passant, le nom de la marque c'est un mauvais jeu de mots, puisque Real Steel en anglais, quand on remplace le A par un E, ça veut dire super bonne affaire en gros. Donc bon, c'est un peu dommage je trouve d'avoir un jeu de mots un peu vaseux à la base d'une marque aussi sérieuse en termes de qualité comme on va le voir. Donc une marque chinoise, un modèle chinois, et qui n'est pas du tout une contrefaçon, puisque contrairement à d'autres couteaux fabriqués en Chine dont le design s'inspire parfois honteusement de couteaux existants, celui-là est totalement nouveau et novateur, même si dans le cadre du couteau Bushcraft il y a évidemment un certain nombre de codes et que c'est pas un couteau qui sort de nulle part, c'est un couteau quelque part qui répond à des besoins d'une communauté qui sont assez clairs et qui sont assez codifiés. Hein, la communauté du Bushcraft dont l'essor, dont la popularité ces dernières années n'a fait que grandir. Moi quand j'étais gamin, j'appelais ça faire le con dans les bois. Maintenant, il y a un nom très noble pour ça. Et toute une philosophie très cadrée autour de ça. Ce couteau, il l'appelle le Bushcraft 2 parce qu'il y avait une version avant qui était dans un autre acier. Ils ont fait quelques très minimes changements en termes de design. Mais globalement c'est le même couteau avec un autre acier qui est un acier D2. Alors on va parler des caractéristiques assez rapidement. Donc c'est une lame qui fait 10 cm, ce qui le met exactement dans la même catégorie que les couteaux Mora, hein, en termes de longueur de lame. Après, il y a quelques différences au niveau de la forme de lame et surtout au niveau du manche, vous le verrez. Donc on a une lame de 10 cm, hein, 105 mm exactement, avec une épaisseur de lame de 3,5 mm, qui est une épaisseur assez importante, hein, pour un couteau de cette longueur-là. En comparaison, le Mora Robuste est à 3,2 mm, hein, et c'est déjà un couteau qui a des critiques sur le fait qu'il est presque trop épais. Mais en fait, vu que son poids est plus important pour des raisons de lame, mais aussi de construction et de manche, du coup, c'est un couteau qui pèse 170 grammes, 172 grammes exactement, et qui du coup peut se permettre de faire quelques activités un peu en force, type bâtonnage ou type petite coupe à la volée, ce qui le fait changer de catégorie, on va dire, de couteau, puisque c'est un couteau qui du coup est beaucoup plus polyvalent. Il a une émouture scandinave, et donc c'est l'émouture privilégiée, c'est le type de lame privilégiée des gens qui taillent du bois. Le manche, comme vous le voyez, est relativement fin sur le niveau de l'épaisseur, et ne présente pas de garde. Et est en G10, donc un matériau plastique haute densité, un petit peu lourd, c'est assez proche du micarta, hein, mais par contre c'est un peu plus doux au toucher. Le matériau de la lame, c'est un acier qui s'appelle l'acier D2, qui est un acier qui est presque un acier inox. Alors l'appellation inox correspond en France à une norme qui a été, donc il faut bien mettre la limite quelque part, hein, c'est une norme forcément un peu arbitraire, donc ça correspond en fait à un taux de carbone qui est inférieur à 1,2%, ce qui est déjà beaucoup de carbone, et une quantité de chrome dans la composition qui dépasse les 10,5%. Donc en fait l'acier D2 a suffisamment de chrome pour être appelé inox, mais en général a plus de carbone que la norme l'autorise, donc on n'a pas le droit de l'appeler inox. Dans la réalité des choses, c'est un couteau que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, que j'ai utilisé dans pas mal de contextes différents, y compris très humides, et j'ai pas vraiment de point de rouille à lui reprocher, et y compris sur le fil. Ce que vous voyez là, c'est pas de la rouille, hein, c'est plus des traces de résine. Donc c'est un couteau qui est plutôt bien résistant à la corrosion, ce qui lui donne une valeur ajoutée, mais qui par rapport à des aciers inox standards a une forte teneur en carbone qui va lui permettre d'être vachement plus efficace en termes de tenue de fil et plus facile à aiguiser. Cet acier D2 il est trempé assez dur sur ce couteau, hein, la dureté HRC, qui est une manière de mesurer la dureté, est entre 58 et 60 annoncée par le constructeur.
ça correspond vraiment à mon expérience de ce couteau, hein, c'est que cet acier est dur, ce qui veut dire que il garde son fil quand même très longtemps, et par contre il peut avoir tendance à faire des petites dents si on lui donne des chocs, et malheureusement ce couteau je l'ai fait tomber une ou deux fois sur des sols caillouteux, et en fait effectivement il y a des petites dents qui sont apparues. Par contre elles n'étaient pas profondes et je les ai récupérées assez facilement sur la pierre à aiguiser, donc pour moi c'est absolument pas rédhibitoire. Une lame plus dure, ça veut dire une lame qui va garder son fil plus longtemps, mais donc dont le fil va être un petit peu plus fragile et va demander un peu plus de patience à l'aiguisage, hein. C'est pas plus compliqué une lame dure à aiguiser qu'une lame en acier un peu plus mou, simplement c'est un peu plus long. Donc après c'est une question de choix. Si on a envie de pouvoir aiguiser et réaiguiser son couteau facilement, rapidement sur le terrain ou en sortie, eh ben, il faut peut-être mieux choisir un acier un peu plus mou. Si par contre on a envie d'aiguiser son couteau une fois pour toutes et d'être tranquille pendant un certain temps, eh ben, dans ce cas-là, cette lame va être plus adaptée. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été assez épaté. A priori, je suis pas trop un fan des aciers super durs, mais là en ce moment je suis dans une série, je suis en train de tester une série d'aciers qui sont plus durs et j'avoue que ça me convainc complètement. Je suis plutôt un nouveau converti, on va dire, des aciers durs, peut-être aussi parce que mes compétences en aiguisage se sont améliorées. Donc c'est un couteau donc au design original, mais somme toute assez classique, hein, pour un couteau bushcraft. On a donc une lame de 10 cm qui est la longueur de lame la plus polyvalente en termes de bushcraft qu'on retrouve sur les couteaux Mora. Par contre, comme vous voyez, la pointe est un petit peu moins prononcée, est un petit peu moins aiguë que sur le Mora Companion. Pour vous montrer aussi les nouveaux modèles de Mora, hop, qui eux-mêmes ont des pointes déjà un petit peu moins aiguës. Vous remarquez aussi que cette lame présente un drop point, c'est-à-dire que sur le dessus, la lame redescend vers la pointe, contrairement, de manière beaucoup moins nette que pour des couteaux Mora. Le Real Steel a effectivement une pointe un petit peu moins pointue, on va dire, ce qui peut éventuellement poser problème si on veut creuser des trous dans le bois qui sont de diamètre limité. Là, si on creuse, on va faire des trous quand même plutôt larges, à cause de la largeur importante de cette lame vers la pointe. Donc là, vous voyez, c'est l'émouture scandinave la plus aiguë que je connaisse. En fait, par rapport à un Mora Companion, vous voyez que l'émouture remonte un peu plus haut, ce qui va compenser en fait l'augmentation d'épaisseur de lame. Et donc on va avoir le même angle que pour un Mora, c'est-à-dire aux alentours de 20 degrés. Au niveau de l'aiguisage en sortie de boîte, il était très très impressionnant. Pour moi, il avait absolument rien à envier au pouvoir de coupe d'un Mora lors de la sortie de boîte. Il va s'aiguiser un petit peu plus lentement. Par contre, il va garder son fil beaucoup plus longtemps qu'un Mora. Et chose vraiment rare, quand je teste un couteau, en particulier en sculpture, j'ai toujours un Mora à portée de main, parce que c'est un peu ma référence, hein, c'est un peu mon golden standard. J'avais plutôt tendance à me retrouver avec celui-là en main que le Mora, ce qui est quand même extrêmement bon signe. Au niveau du manche, donc on a un manche assez classique bushcraft aussi, mais original, donc avec une absence de garde, ce qui permet de prendre le couteau vraiment très très proche. Très proche de la lame pour faire des coupes de précision, donc ça, moi je trouve ça appréciable quand on est à l'aise avec un couteau, qu'on l'a bien apprivoisé, on n'a plus besoin de garde, on sait où le fil se trouve. Ça peut quand même risquer de glisser un peu parfois, et ça il faut y faire attention, en particulier quand le manche est mouillé. C'est vrai que ce manche est un petit peu lisse. Au niveau antidérapant, c'est pas idéal, et donc c'est vrai que quand cette lame est mouillée, qu'on a les mains froides, si on fait pas très attention, il peut éventuellement nous échapper un peu des mains, et ça c'est un des petits défauts de ce couteau. Je vous listerai un peu tous les défauts que je lui trouve à la fin de la vidéo. Donc ce manche est relativement neutre, on va dire. Il y a une petite encoche pour l'index qui est extrêmement bien placée, et on a un petit retour ici qui va permettre de faire des petites coupes à la volée sans complètement perdre le couteau. Si on veut éviter d'avoir le couteau qui nous échappe, en fait, moi j'ai mis une mini dragonne. Ça permet de sortir le couteau plus facilement de l'étui, mais c'est aussi un moyen de mettre le petit doigt
Et en fait, du coup, on a le couteau qui nous échappe pas quand on veut faire des petites coupes à la volée. Le manche en G10, là, moi j'ai un modèle, ça s'appelle la couleur Coyote. En fait, le plus classique, c'est un modèle noir. Et comme vous voyez, il y a des liners, là, des intercalaires qui sont en G10 aussi, dans la même matière, et qui sont rouges, ce qui donne une petite touche sympa au couteau. Alors, pour la petite histoire, c'est un rouge qui a vraiment la même couleur que la couleur du sang, et ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un flash en me disant mince, je me suis coupé, alors qu'en fait c'était juste les liners qui me passaient devant les yeux. Ce design est quand même particulièrement bien pensé en termes d'ergonomie. C'est un des couteaux les plus confortables que je connaisse. Il n'arrive quand même pas au niveau de l'ergonomie du Mora Robust qui, comme vous le savez, est pour moi le manche le plus confortable que j'ai jamais eu. Par rapport au Mora Companion, je trouve que ça se vaut. Après, c'est une question de goût aussi, c'est-à-dire que le Mora Companion comme le Robuste d'ailleurs, a une texture un petit peu molle, alors que celui-ci, pour le Real Steel, on a un manche plus dur. C'est potentiellement ça, plus le fait que la lame full tang, donc full tang, hein, la lame va jusqu'au bout du manche, le fait que la lame full tang dépasse, soit affleurante de partout, c'est un couteau qui n'est pas forcément adapté aux températures les plus extrêmes. Donc si vous faites du bushcraft dans le nord de la Norvège, et bien peut-être que ce couteau-là n'est pas l'idéal pour vous. Il n'y a pas vraiment d'aspérité. Les seuls endroits où il y a des angles un petit peu aigus, c'est des endroits où les doigts ne passent pas quand on utilise son couteau. Il est confortable dans toutes les positions. On a l'avant du manche qui est un petit peu biseauté, ce qui permet de l'attraper comme ça. De manière très, très agréable. Éventuellement, on peut mettre le pouce sur la lame et comme vous voyez, ça épouse bien la forme du pouce. Il y a vraiment aucun point de frottement, etc. C'est un couteau que j'ai utilisé pendant plusieurs heures par jour, à plusieurs reprises, et je me suis jamais retrouvé avec des ampoules. C'est assez rare pour être souligné, hein, parce qu'il y a beaucoup de manches de couteaux qui ont l'air confortables au premier abord, mais qui au bout de quelques heures d'utilisation, on repère des endroits de frottement. Il est vraiment confortable dans toutes les positions, y compris la position inversée, moi que j'aime beaucoup pour faire des coupes en force sur le bois. J'ai des mains de taille moyenne et comme vous voyez, il reste pas mal de place sur le manche. Donc je pense que c'est un type de manche qui peut tout à fait correspondre, qui peut marcher aussi pour des gens qui ont des grosses paluches. Donc là vous le voyez à côté du Condor Kephart, qui a donc une longueur de lame un tout petit peu plus importante, mais par contre la même longueur de tranchant. C'est des couteaux qui font un peu le même gabarit. Le Kephart va être un petit peu plus léger en raison de son manche en bois versus G10. On a aussi une largeur de manche qui est un petit peu plus importante pour le Real Steel. Ce que je trouve plutôt un avantage. Le Kephart, c'était une chose que je lui reprochais, c'était le fait de ne pas bien remplir la main et de pas être super confortable. Voilà, et puis un petit nouveau venu sur la chaîne qui est le couteau Ontario Bushcraft Field Knife, qui est un peu calé sur le principe du Kephart. Comme vous le voyez, ce Bushcraft Field Knife a une lame plus longue, un manche plus long. Par contre, en termes de gabarit, en termes d'épaisseur de lame et en termes d'épaisseur de manche, on est tout à fait sur le même ordre d'idées. À noter que l'émouture du Ontario est une émouture plate, donc un peu plus polyvalente, un petit peu moins performante pour la taille de bois et un petit peu plus polyvalente pour les tâches quotidiennes. En termes d'épaisseur, on est sur du 3 mm pour l'Ontario, donc un petit peu plus fin, donc un couteau peut-être plus léger, plus maniable et un petit peu moins robuste. Je l'avais aussi comparé au Mora Garberg lorsque j'avais fait la revue. C'est des couteaux qui font le même poids, à peu près la même longueur, et je vous renvoie au Mora Garberg, à la revue du Mora Garberg si vous voulez en savoir plus. Concernant l'étui de ce couteau, il arrive avec un étui Kydex, qui est un étui avec un format que je trouve particulièrement réduit, qui est vraiment réduit un peu au minimum de la taille d'un étui Kydex pour cette longueur de lame. Un étui que je trouve plutôt bien réalisé. Il est il est vraiment léger. Entre autres, il n'y a pas 50 anneaux, il n'y a pas 50 œillets dans l'étui Kydex qui l'alourdirait. Il est sans chichi et il est tout à fait efficace. L'entrée et la sortie, il y a un bon clip. La rétention est tout à fait excellente. Et il n'y a aucun jeu dans cet étui.
La seule chose que vous entendez là, c'est la petite lanière qui fait flap flap, mais il y a aucun jeu, donc il fera aucun bruit pendant que vous marchez. Au niveau de la boucle de ceinture, vous voyez, c'est un système d'attache qui est un peu étonnant. En fait, on met les deux vis du même côté. Ça permet de gagner de l'épaisseur, de la largeur sur cet étui. On peut se demander si c'est costaud, mais en fait, il n'y a pas de problème. Il y a une très légère flexibilité, mais a priori, c'est pas gênant. Là où moi je suis pas convaincu, c'est sur la hauteur de cette boucle ceinture. Je trouve que elle laisse dépasser trop le manche du couteau au-dessus de la ceinture, et je trouve que c'est pas pratique, en particulier en hiver quand on porte des pulls, les vêtements et anorak, etc. Et du coup le couteau va se retrouver planqué là-dessous. Alors moi j'aime bien avoir le couteau qui dépasse et qui est accessible directement à la main sans avoir à relever 15 couches de vêtements. Sachant que je compte utiliser ce couteau régulièrement, que je l'ai déjà pas mal utilisé, etc. Je me suis fendu d'un petit étui en cuir que je vous montre vite fait. C'est pas ma plus jolie réalisation, c'était un essai, mais en tout cas il est extrêmement fonctionnel, avec un système qu'on appelle dangler, là, une boucle qui est une boucle qui est montée sur un anneau, qui permet d'avoir le couteau qui se balade à la ceinture. Et qui est nettement en dessous du niveau de la ceinture, comme vous voyez, hop, le manche est plus bas que la ceinture, et surtout avec ce dangler, ça permet au couteau d'être un peu de traviole si besoin. Il se balade, il se met comme on veut, une fois qu'on s'assoit, etc. Et il ne gêne pas du tout. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas teinter cet étui, donc ça veut dire qu'il va progressivement foncer au soleil. Alors au niveau des performances, comme je disais, c'est vraiment un couteau assez bluffant. Je trouve qu'il coupe incroyablement bien, il ne s'émousse pas très vite, il est relativement facile à aiguiser, il est confortable, il fait pas d'ampoule. Au niveau esthétique, on aime ou on n'aime pas, ça je vous laisse décider par vous-même. Moi je le trouve assez joli. Il y a énormément de gens qui pourraient être intéressés par ce couteau. Quelqu'un qui débute dans le bushcraft, 60 €, c'est un investissement, mais disons que je conseillerais plutôt de commencer par un Mora, et c'est un choix parfait pour un premier couteau autre que Mora, je dirais, mais aussi pour les gens qui utilisent très très régulièrement un couteau dans les bois. Je vous conseille de l'essayer, parce que j'ai envie de dire, l'essayer c'est l'adopter. J'ai bien sûr aucun lien commercial avec Real Steel, j'ai rien à gagner à vous le vendre, et si vous suivez ma chaîne, vous savez que régulièrement quand un couteau ne me convainc pas, je vous en fais part, je vous explique pourquoi, etc. Au niveau des avantages, on a un couteau qui est un excellent rapport qualité-prix, avec un très bon acier, avec une ergonomie en main qui est tout à fait convaincante, qui manque peut-être un tout petit peu de volume, mais qui est un couteau qui est confortable dans toutes les positions. On a un étui qui a une bonne rétention et qui est très fonctionnel. On a un manche en G10 qui est très doux au toucher, qui est de bonne qualité, qui résistera bien au choc, etc. On a une qualité de finition qui est tout à fait étonnante pour le prix, hein. Il n'y a absolument rien qui dépasse, tout est bien arrondi, tout est bien ajusté, tout est voilà. Au niveau des quelques petits défauts que je trouve à ce couteau, et il faut vraiment chercher bien, je trouve, mais voilà les quelques défauts. Alors moi je parle pas de l'absence de garde, parce que pour moi ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce couteau. Je ne veux pas de garde. Une fois que je suis à l'aise avec un couteau, je n'ai pas besoin de garde, donc je ne le mets pas dans la catégorie défaut. Au niveau des défauts, je dirais peut-être la pointe pourrait être un tout petit peu plus prononcée. Peut-être que l'épaisseur du manche pourrait être un tout petit peu plus importante pour mieux remplir la main. Et ensuite, la boucle de ceinture qui remonte pas assez haut, et donc avec un manche qui dépasse trop au-dessus de la ceinture. Pour mon goût, ça peut tout à fait correspondre au goût de quelqu'un d'autre, hein. Alors, une des limites de ce couteau, elle est due, c'est la même que pour tous les couteaux avec une émouture scandinave, c'est que les émoutures scandinaves sont vraiment destinées à la taille du bois et vont être moins performantes pour le tranchage très fin. Donc c'est pas un couteau de cuisine, même s'il peut tout à fait dépanner et tout à fait servir.
dans ce cadre-là, mais c'est clairement pas un couteau fait pour la cuisine. Il est à noter que apparemment Real Steel compte sortir une version de ce modèle avec une émouture plate, donc qui remonte plus haut avec un angle plus aigu, et donc ça en ferait un couteau beaucoup plus polyvalent et très très intéressant. Si ce couteau sort et qu'il est dans la même gamme de prix, je vais sans doute me l'acheter parce que cette forme de couteau, cette qualité de matériaux, pour moi, est absolument excellente et tout à fait convaincante. Il a été conçu par des gens qui savent de quoi ils parlent, clairement. C'est un couteau qui a été probablement longuement testé et longuement amélioré avant d'avoir cette forme finale, ou alors c'est vraiment un gros coup de bol, mais ça m'étonnerait franchement. Je pense que c'est un couteau qui a été conçu et élaboré en collaboration avec des gens qui réellement utilisent ce couteau dans les bois. Si vous me faites confiance, foncez. Je suis rarement aussi prescripteur, hein, donc il faut vraiment que ce couteau m'ait complètement convaincu pour que je vous dise ça. Jusqu'ici, moi quand je disais un couteau chinois, ça avait une connotation péjorative. Eh ben, regardez, cette fois-ci, c'est pas du tout le cas. J'espère que cette revue vous a intéressé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas de regarder mes autres vidéos et de vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Salut, salut! Tiens, le pot est un petit peu haut. Est-ce que tu pourrais nous le mettre un petit peu plus haut sur le feu, s'il te plaît? Et écoute, rien de plus simple. Merci.